Je m'appelle Hazel Allen. Du moins, c'est ce dont j'essayais de me souvenir ces derniers temps. En décembre dernier, je me trouvais au beau milieu d'une salle de réception scintillante du centre-ville de Denver, vêtue de la robe vert émeraude profonde que j'avais choisie parce qu'elle me donnait une impression de puissance, ce vert qui capte la lumière et la retient. Autour de moi, des lustres en cristal projetaient de doux prismes sur le sol en marbre. Les collègues de mon mari, de son cabinet, riaient, trinquaient et portaient un toast à une année de plus à gravir les échelons construits grâce aux efforts des autres. Soudain, mon mari, Jared, s'est penché assez près pour que tout le monde l'entende. « Arrête de te comporter comme si j'étais ta propriété. Hazel. Tu n'as pas le droit de me dire où je vais ni avec qui je suis. » Ces mots ont résonné comme une gifle que j'étais la seule à ressentir. Puis les rires ont éclaté. 19 secondes. Je les ai comptés une à une. 19 secondes de rire à mes dépens, de ces personnes avec qui j'avais partagé des repas de fête, dont j'avais gardé les enfants, dont les épouses m'avaient demandé des conseils de carrière. Je suis restée parfaitement immobile. La flûte de champagne glacée contre ma paume, le son m'enveloppait comme une fumée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste esquissé ce petit sourire poli que les femmes apprennent très tôt, celui qui prétend que tout va bien alors qu'il est déjà trop tard. Quand les rires se sont enfin tus, Jared a levé son verre à nouveau, triomphant, comme s'il venait de gagner quelque chose. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu l'homme autour duquel j'avais bâti ma vie pendant 13 ans. L'homme qui avait toujours fière allure dans son costume anthracite, qui souriait toujours comme s'il pensait que le monde lui devait toute son attention. L'homme qui m'avait dit un jour, à l'époque où nous avions 29 ans, fauchés et pleins de promesses, que nous formions une équipe. Je n'ai rien dit alors. Je me suis simplement retournée, j'ai pris mon manteau au vestiaire et je suis partie. C'est à ce moment-là que la première fissure est apparue. Plus tard dans la nuit, vers 1 heure du matin, j'étais assise dans le hall de notre immeuble, sur la banquette de velours usé près du sapin de Noël. Le portier, Victor, m'avait apporté une tasse de thé sans que je le lui demande. Il travaillait dans cet immeuble depuis 22 ans. Il s'y connaissait. Il s'y connaissait depuis toujours. « Ça va, mademoiselle Allen ?» demanda-t-il doucement. Je regardais la vapeur qui s'élevait de la camomille. « Non, dis-je, mais ça ira. » Il hocha la tête, comme s'il attendait cette réponse. J'avais passé le trajet du retour à repasser en boucle chaque petite capitulation. La façon dont j'avais payé l'hypothèque de notre appartement au 22e étage avec vue sur les Rocheuses, seul pendant les 4 premières années, le temps que Jared termine son MBA. La façon dont je lui avais laissé prendre toutes les décisions importantes parce qu'il connaissait le monde des affaires. La façon dont j'avais souri en entendant les remarques sur la chance qu'il avait d'avoir une femme qui ne voyait pas d'inconvénient à travailler. La façon dont j'avais laissé l'histoire évoluer jusqu'à ce que l'appartement, la vie, la vue, tout soit son succès. Mon père m'avait laissé le capital de départ, 525 000 $, fruit de 30 ans d'achat, de rénovation et de revente de petits immeubles commerciaux dans le Midwest, centres commerciaux, bureaux et parfois un entrepôt. Mon père avait eu la main rude. Il s'était déjà blessé au dos 2 fois. Cet argent était censé être une garantie. Au lieu de cela, au fil des ans, il est devenu, selon Jared, le récit de notre investissement. Je ne l'ai jamais contredit. Ce fut ma première erreur. La seconde fut de croire que si je continuais à donner, il finirait par me rendre l'appareil. Mais ce soir-là, assise sous la douce lumière du hall, Victor faisant semblant de ne pas me voir, j'ai compris quelque chose de nouveau. Je n'allais plus donner. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé 3 appels. Le premier était pour Rebecca, l'avocate spécialisée en divorce dont la carte traînait dans mon portefeuille depuis 6 mois, depuis que j'avais découvert la première dépense d'hôtel inexpliquée sur la carte d'urgence. Elle a répondu à la 2e sonnerie. « Hazel, il est tard. Tout va bien. »« Je suis prête, » ai-je dit. Un silence, puis d'une voix douce. « J'aurai les papiers prêts demain matin. Dis-moi quand t'es où. » Le 2e appel était pour un service de serrurier d'urgence. Ils ont promis quelqu'un avant l'aube. Le 3e était pour mon frère Daniel. Il a décroché, à moitié endormi. « Nat, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin d'un box de stockage. Grand. Et j'ai besoin que tu m'aides à déménager des affaires demain. Pas de questions ce soir. S'il te plaît. » Il n'a pas hésité. « D'accord. Envoie-moi l'adresse par SMS demain matin. » J'ai raccroché et levé les yeux vers Victor.
Il n'avait pas bougé. Il m'a simplement tendu la main, paume vers le haut. J'y ai déposé la tasse de thé vide. Merci, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. Parfois, le plus dur, c'est de décider qu'il faut fermer la porte. Après, il suffit de tourner la clé. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 22e étage. Les portes se sont ouvertes sur le couloir silencieux, les lumières de la ville scintillant derrière les baies vitrées comme une promesse que j'avais enfin décidé de tenir. Jared dormait encore quand je suis entrée. Je suis restée sur le seuil de notre chambre et je l'ai regardé respirer, calmement, paisiblement, complètement inconscient que la vie qu'il pensait maîtriser venait de commencer à s'effondrer silencieusement. Puis je suis allée à la cuisine, j'ai rempli la bouilloire et j'ai commencé à préparer le café comme il l'aimait. Noir, de sucre, sans crème. Ce serait la dernière fois, car le lendemain matin, lorsqu'il chercherait sa clé, elle ne fonctionnerait pas. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, le ciel était gris et froid, typique des aubes hivernales de Denver où le ciel est d'acier et les montagnes ne sont qu'une rumeur derrière le brouillard. Je me tenais devant l'îlot de cuisine avant même que le soleil ne soit levé, dosant le café moulu dans la cafetière à piston comme Jared le préférait. Un café noir corsé, 2 sachets de sucre roux, le tout remué. Mes mains agissaient machinalement. Le même geste que j'avais répété des milliers de fois en 13 ans. Mais cette fois, chaque cliquetis de cuillère résonnait comme un compte à rebours. Il sortit de la chambre en s'étirant, toujours vêtu du pantalon de pyjama bleu marine que je lui avais offert à Noël dernier. Ses cheveux étaient ébouriffés. Il trouvait qu'il avait l'air d'un jeune homme. Il ne remarqua rien de différent. « Le café est prêt ?» demanda-t-il, la voix rauque de sommeil. « Presque » répondis-je d'un ton neutre, comme si de rien n'était. Il attrapa son téléphone sur le comptoir et fit défiler ses messages tandis que la bouilloire sifflait. Je l'observais du coin de l'œil. La façon dont son pouce effleurait les notifications sans les lire, le petit sourire satisfait qui se dessinait sur ses lèvres quand il voyait quelque chose qui lui plaisait. Sans doute Tyler, son associé avec qui il insistait depuis des mois. Il finit par lever les yeux. « Tu étais silencieux en rentrant hier soir. »« J'avais besoin de prendre l'air, » dis-je. Il hocha la tête, comme si cela expliquait tout. « Tyler envoie la lettre d'intention aujourd'hui. Il faut ta signature avant la fin de la journée. On finalise l'affaire cette semaine. » Voilà. La même conversation qu'on avait tous les 2 ou 3 jours depuis 2 mois. La même présomption que l'héritage de mon père, 525 000 $ que j'avais placé dans un fonds séparé, était désormais un bien commun destiné à financer sa prochaine idée géniale. Je versai lentement le café. Je n'ai toujours pas vu le plan d'affaires complet, les projections, l'analyse des risques, rien. Jared soupira. Le même soupir qu'il faisait toujours quand je demandais des détails, comme si c'était moi qui déraisonnais. Hazel, on en a déjà parlé. Tyler a fait Stanford. Il sait ce qu'il fait. C'est de l'infrastructure crypto. De l'utilité concrète, pas du vent. Tu signes, on agit vite, on est tous gagnants. Je posai sa tasse devant lui. La vapeur s'échappa entre nous. Je veux voir les documents d'abord, dis-je. Comme hier, répondit-il en serrant les dents. Juste un bref instant. Tu compliques toujours tout. C'est précisément pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit hier soir. Tu essaies de tout contrôler. Le lien entre la fête et cet instant précis était soudain limpide. M'humilier en public, puis me manipuler en privé. Exiger mon argent, puis m'accuser d'être exigeante. Prendre ce qui ne te regarde pas et me reprocher de m'en apercevoir. Je croisai son regard. Tu as raison. J'ai dit que je ne devrais pas essayer de contrôler des choses comme mon héritage ou ma propre vie. Il ne perçut pas du tout le ton de ma voix. Exactement. Quand on est raisonnable, tout fonctionne mieux. Il s'approcha et déposa un baiser sur mon front, le même geste qu'il utilisait depuis des années pour marquer son emprise. Remets la robe verte ce soir. Il y a un dîner d'affaires au Brown Palace. Le même groupe, des visages différents. Elle te seyait à merveille. Magnifique. Le mot me tordait les entrailles. Il voulait que je porte la robe de la veille comme un symbole de l'humiliation d'hier soir. Un rappel constant de ces 19 secondes. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai perçu le calcul derrière son sourire. J'y réfléchirai, ai-je dit. Il s'éloignait déjà, me congédiant avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais connu de faux pas.
N'y pense pas trop. Ce n'est qu'une robe. Mais ce n'était pas qu'une robe. C'était chaque petit compromis, chaque objection ravalée, chaque fois que je m'effaçais pour laisser briller la sienne. La robe verte n'était que le dernier costume d'une longue performance dont il avait écrit le scénario, et j'avais oublié que je pouvais quitter la scène. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Rebecca, les documents sont prêts dès que tu le hais. Midi te convient si tu veux les relire. J'ai jeté un coup d'œil vers la chambre où Jared était déjà sous la douche, chantant faux comme si de rien n'était. J'ouvris alors le tiroir à bric-à-brac, sortis la carte du serrurier que Victor m'avait glissée la veille et la mis dans ma poche. Plus tard dans l'après-midi, pendant que Jared était au bureau, je retrouvai Rebecca dans un petit café à 3 rues de notre immeuble. La neige avait commencé à tomber, de fins flocons réguliers s'accrochant aux vitres. Elle fit glisser un dossier sur la table. Abandon constructif de la déclaration publique de la veille. Le déséquilibre financier est évident. Vos revenus ont permis de faire vivre le foyer pendant des années. Le patrimoine est protégé. Nous pouvons déposer une requête discrètement ou la faire savoir. À vous de voir. J'ouvris le dossier. Mon nom s'affichait en caractères noirs nets. Je veux faire le ménage, dis-je, mais en profondeur. J'en ai fini de faire semblant. Elle acquiesça. Alors, on commence par les serrures. Une fois celles-ci changées, tout le reste suivra. Je signai à l'endroit indiqué. Ma main ne tremblait pas. En rentrant, Victor m'attendait dans le hall. Il me tendit une petite enveloppe. Les clés de l'ascenseur de service après les heures d'ouverture, dit-il à voix basse. Et j'ai un diable à l'arrière si vous en avez besoin. J'ai pris l'enveloppe. Depuis combien de temps le savez-vous ? Ai-je demandé. Il m'a regardé avec le regard fixe de quelqu'un qui avait vu défiler des centaines de vies derrière ses portes. Assez longtemps pour savoir que vous méritez mieux qu'un homme qui célèbre votre silence. J'ai hoché la tête une fois. Demain soir, ai-je dit après le dîner. Victor a esquissé un sourire. Je serai là. Ce soir-là, alors que je me tenais à nouveau devant le miroir dans ma robe verte, je ne me sentais pas humiliée. Je me sentais comme un général enfilant son armure. Jared s'est approché de moi par derrière, les mains sur ma taille. « Tu es belle », a-t-il dit. « Allons faire des affaires. » J'ai regardé notre reflet, son sourire large, le mien petit et discret. Ce soir, ai-je pensé, la vraie victoire commence, et elle ne sera pas pour lui. La neige tombait plus drue lorsque nous sommes entrés dans la salle de bal de l'hôtel ce soir-là, les flocons fondant contre les portes vitrées chauffées comme des regrets oubliés. La main de Jared se pressa contre le bas de mon dos, ses doigts s'étalant sur le tissu émeraude, non pas pour me guider, mais pour s'approprier ma présence. La pièce vibrait d'une énergie professionnelle, des touches dorées ornaient les tables, le parfum du whisky vieilli et des orchidées fraîches flottaient dans l'air, des guirlandes lumineuses serpentaient entre les branches de sapin, promesse illusoire de chaleur. « N'oublie pas », murmura-t-il à mon oreille, son souffle haletant imprégné du scotch qu'il avait siroté en voiture. « Ce sont des clients importants. Sois charmante. Charmante. » Ces mots pesaient lourd sur ma poitrine. Après les 19 secondes de la veille, après le rire qui résonnait encore faiblement à mes oreilles, il voulait que je sois charmante. J'avalai ma salive et ravalai ma colère, puis je scrutai la pièce du regard. C'est alors que je la vis. Avery, du service financier, se tenait près du bar, dos à nous, ses longs cheveux noirs lui tombant droit dans le dos. Elle portait une robe vert émeraude. Même nuance, coupe différente, ourlet plus court, décolleté plus plongeant, mais la couleur était indubitable. Pas un hasard. Une affirmation. Lindsay, la femme de Tyler, apparut à mes côtés avec 2 flûtes de champagne. Son regard oscillait entre Avery et moi, s'attardant sur une expression proche de la sympathie. « Hazel, tu es resplendissante », dit-elle en me tendant le verre. « Choix audacieux avec le verre ce soir. » Je pris une gorgée, laissant les bulles m'apaiser. C'est fou comme les tendances se propagent. Jared la remarqua. Puis sa main glissa de mon dos comme si j'étais devenue invisible. Le temps d'un souffle, peut-être 2. Son visage s'adoucit, son regard s'attardant. Dans ce bref instant, je vis des fragments de notre mariage. Ces réunions tardives. Ces textos qu'il détournait de mon attention. Nos déjeuners du mardi qui s'éternisaient. Avery se tourna,
son regard croisant le mien par-dessus l'épaule de Jared. Elle rougit, mais garda son calme, le menton relevé juste assez pour exprimer sa défiance. Ses boucles d'oreilles captèrent la lumière. Des puces en saphir, à la fois nouvelles et familières. Les mêmes qu'il avait prétendu avoir offertes à sa sœur pour son anniversaire quelques mois auparavant. Elles sont superbes, dis-je à Lindsay, tout en gardant les yeux rivés sur Avery. C'est incroyable ce que certaines femmes peuvent s'offrir avec un salaire de financier. Lindsay s'éclaircit la gorge. Tyler apparut alors, les joues rouges et l'air impatient. Jared, prêt à conclure l'affaire? Il ne manque plus que la signature d'Hazel et c'est dans la poche. Ma signature, l'héritage de mon père. Un demi-million de dollars pour financer leur start-up fantôme. Un truc crypto, je ne sais plus. Ça ressemblait à une arnaque déguisée en tech. On devrait d'abord parler des conditions, dis-je, ma voix perçant le brouhaha ambiant. Je n'ai vu aucun chiffre. Aucune prévision, aucune étude de marché, juste des poignées de main et des promesses en l'air. Le visage de Jared s'assombrit. Hazel, pas ici. On en a déjà parlé. Non, dis-je, tu as dicté. J'ai écouté. Il y a une différence. Tyler laissa échapper un rire gêné. Et, restons polis. C'est une simple vérification de marché. J'ai fini de protéger ce qui m'appartient. Le brouhaha de la pièce s'estompa. Avery s'approcha, feignant de s'intéresser à un arrangement floral, son parfum flottant au-dessus de nous, une senteur florale et capiteuse. La main de Jared se referma sur mon coude, ses doigts s'enfonçant dans ma chair. « Tu me fais honte », siffla-t-il. Le rire qui m'échappa fut discret, forcé. C'est ironique. Après hier soir, ce n'était rien. Tu exagères. 19 secondes, murmurai-je. Ton équipe s'est moquée de moi pendant 19 secondes pendant que tu proclamais ta liberté. Sa voix s'éleva, attirant tous les regards. Tu fais toujours ça. Tu te comportes comme si j'étais ton maître. Comme si je ne pouvais pas respirer sans ta permission. Le quatuor à cordes s'interrompit, des notes restant inachevées. Les gens se retournèrent, clients en costume sur mesure, épouses arborant des sourires de façade. Avery observait maintenant ouvertement, son expression indéchiffrable. « Arrête de te comporter comme si j'étais ton maître, Hazel, » dit-il plus fort, son doigt pointé près de ma poitrine. « Tu n'as pas le droit de me dire où je vais ni avec qui je suis. » Même mot, public plus nombreux. Sa maîtresse était témoin de toute la scène. Je posai ma flûte sur la table la plus proche. Le verre s'entrechoqua comme un point final. À l'intérieur, quelque chose se brisa. 13 ans d'effort, à me replier sur moi-même, à croire que si je m'accrochais plus fort, il finirait par me voir. Mais à l'extérieur, je restais impassible. « Tu as raison, » dis-je d'une voix suffisamment claire pour résonner dans la pièce. « Je ne t'appartiens pas, et tu ne m'appartiens pas. C'est fini. » Le silence qui suivit fut lourd, absolu. Le visage de Jared passa de la victoire à la confusion, sa bouche muette. « Quoi? C'est fini ?» répétai-je. Je me retournai. Mes talons résonnèrent sur le sol tandis que je sortais. D'un pas régulier, rythmé. Chaque pas me libérait d'un poids. La robe, les attentes, les années gâchées à l'attendre. Dehors, la neige s'était épaissie, recouvrant mes cheveux et mes épaules jusqu'à ma voiture. Je suis restée assise un instant au volant, les mains crispées sur le volant, laissant le froid m'envahir. Puis j'ai sorti mon téléphone et confirmé les 3 appels de la veille. Rebecca qui dépose des documents à l'aube. Tiens bon. Le serrurier arrive après minuit. Daniel, les appareils sont prêts. Je serai là. En rentrant chez moi, à travers le tourbillon blanc, les lumières de la ville floue, j'ai ressenti une première véritable fissure dans ma poitrine. Non pas de douleur, mais un soulagement. Pendant des années, je m'étais contrôlée pour correspondre à son image. Ce soir, j'avais lâché prise. Et dans ce lâcher-prise, j'ai entrevu quelque chose que j'avais oublié. De retour à l'appartement, j'ai enlevé ma robe verte et les plié. Puis j'ai commencé à rassembler les cartons dans un placard du couloir, ce que Victor avait laissé plus tôt. Méthodique, silencieuse, je me suis arrêtée devant notre photo de mariage sur la table de chevet. Nous avions l'air si jeunes, si sûrs de nous.
Je me suis accordé quelques minutes pour y réfléchir. Le chagrin pour ces personnes, pour les versions de nous qui avions cru en l'éternité. Un léger soupir m'échappa, mes doigts caressant le cadre avant de l'envelopper dans du papier de soie étiqueté, ce que nous pensions savoir. Derrière sa commode, je trouvai un foulard en soie bleu pâle, parfumé à l'odeur d'Avry. Non pas la rage, mais la lucidité m'envahit. La confirmation de ces mardis que j'avais ignorés. Je le pliai soigneusement et le rangeai dans sa propre boîte, étiqueté « après-midi » qui n'étaient pas les miens. Victor frappa doucement plus tard dans la soirée. « Prête quand tu le es », dit-il. Nous travaillâmes d'abord en silence, puis il prit la parole. « J'ai déjà vu ça. Tous les mardis, pendant ton cours de yoga, elle prend l'escalier de service. 90 minutes, comme sur des roulettes. Ça a commencé juste après le décès de ton père. » Ces mots auraient dû me briser. Au lieu de cela, ils me fortifièrent. Depuis combien de temps? 5 mois. À peu près. J'acquiesçai d'un signe de tête, les mains fermes, tandis que je scotchais une autre boîte. Cette nuit-là, alors que minuit approchait, j'étais assise devant mon ordinateur portable, rédigeant le courriel. Objet. Que faut-il dire? Pièce jointe. Capture d'écran des accusations. Une vidéo de Jenna, de la scène de la nuit dernière. Destinataire, son patron, nos familles, le conseil d'administration. Mon doigt hésita, un léger tremblement me parcourut. Un doute, peut-être. La solitude au seuil de la liberté. Je programmai alors le rendez-vous pour les premières heures du jour. La porte allait se refermer, et c'était moi qui tournais la clé. Minuit sonna, accompagné du doux carillon de l'horloge ancienne d'Éléanore, qui filtrait à travers le mur depuis son appartement voisin. Je me tenais dans mon couloir, entouré des cartons de la vie de Jared. Chacune portait une étiquette empreinte d'une vérité silencieuse. Du temps emprunté pour sa montre. Des leçons non lues pour ses livres de travail. Des après-midi incertains pour l'écharpe. Les nouvelles clés du serrurier pesaient lourd dans ma main, le verrou s'enclenchant avec un clic définitif à chaque fois que je le testais. Éléanore frappa 3 coups précis. Elle se tenait sur le seuil, vêtue d'une robe prune, les cheveux argentés défaits, tenant un plateau avec une théière et 2 tasses. « Hazel Allen », dit-elle, utilisant mon nom de jeune fille comme s'il avait toujours été là. « Je me suis dit que tu aimerais peut-être de la compagnie avant le début du spectacle. » Son appartement était comme figé dans le temps. Des murs tapissés de livres de droit, un tapis perçant sous ses pieds, des fauteuils en cuir imprégnés d'une odeur de bois ciré et de sagesse ancestrale. Elle versa du thé oolong de main qui avait signé des jugements pendant des décennies. « J'ai siégé au tribunal des affaires familiales pendant 28 ans, dit-elle tandis que nous nous installions près de la fenêtre. J'ai vu toutes les formes de chagrin d'amour, mais ce qui m'a le plus marqué, ce ne sont pas les trahisons bruyantes. C'étaient les petites trahisons insidieuses, ces petits efforts quotidiens pour se convaincre que c'est de l'amour. » Elle fit glisser un dossier sur la table. Épais, bien organisé. J'ai commencé à y noter des choses il y a quelques mois. Non pas pour être indiscrète, mais parce que j'ai été à ta place. Une autre époque, le même scénario. Des photos à l'intérieur, horodatées. Jared dans le hall, regardant sa montre. Avery arrivant discrètement 10 minutes plus tard. Puis leur départ, 90 minutes plus tard. Chaque mardi, Éléanore avait préparé un dossier aussi solide qu'un juge. Méthodique, irréfutable. « Pourquoi ?» demandai-je, la voix à peine audible au-dessus de la vapeur de ma tasse. « Parce qu'il y a 40 ans, j'ai trop attendu, » dit-elle. Personne n'a rien documenté à l'époque. Les femmes disparaissaient, tout simplement. J'ai juré que si je revoyais ça, je fournirais les preuves. Nous avons siroté en silence, la ville en contrebas, sombre et frémissante. Puis l'ascenseur a sonné. « Il est là », a chuchoté Éléanore en désignant le Judas. À travers l'objectif, a dit Jared en titubant dans le couloir. Tiascu, les pas chancelant à cause de ce qu'il a bu après le dîner. Il a tâtonné avec sa clé dans la serrure. 1 fois, 2 fois. La confusion s'est emparée de son visage comme d'un bleu. « Hazel », a-t-il marmonné en frappant à la porte. « Ce n'est pas drôle. » Éléanore a ouvert sa porte avec une autorité calme. Tic à la main. « Monsieur Reed, veuillez me donner ma clé. » Ce n'est pas drôle.
Il s'est retourné vers elle en titubant. Puis il a vu les boîtes, son nom gravé sur chacune. Les étiquettes. Son visage se décomposa. « C'est quoi ce déménagement d'effets personnels ?» demanda Eleanor d'un ton égal. Les étiquettes sont particulièrement révélatrices. Après-midi en question. C'est poétique. Son téléphone s'illumina alors, l'email programmé s'abattant comme une tempête. Les notifications s'accumulèrent. Sa mère, son patron, le conseil d'administration, notre entourage, une vidéo de Jenna, des accusations, des horodatage, tout. Tu l'as envoyé à tout le monde, murmura-t-il, puis il frappa à ma porte. Hazel, tu ne peux pas faire ça. C'est chez moi. Eleanor commença à enregistrer avec son téléphone. Continue, s'il te plaît. Intoxication, agressivité. Excellent. Pour le dossier. Il se figea, apercevant la nouvelle caméra de sécurité que j'avais installée il y a des semaines. Il cessa de frapper. Il s'appuya contre la porte, la voix brisée par l'envie de supplier. Hazel, on peut arranger ça. Tu te souviens de ce qu'on a construit? Tu n'as rien construit, dit Eleanor. Si. Et maintenant, elle a tout reconstruit sans toi. Il ramassait les cartons d'une main tremblante, marmonnant à propos de procès, d'écrits. Alors que l'ascenseur l'engloutissait, Eleanor se tourna vers moi. Veux-tu admirer le lever du soleil? Je prépare un excellent expresso pour les révélations. Nous nous sommes assis près de sa fenêtre tandis que le ciel s'éclaircissait. Elle ouvrit un album, elle en robe de chambre, farouche et seule. Mon premier mariage s'est terminé ainsi. Il m'a rabaissé jusqu'à ce que je le croie. Mais partir, ce fut le jour où j'ai respiré à nouveau. Seul au début, personne n'en parlait alors. Mais toi, tu n'es pas seul. Le soleil se leva. Dorant les Rocheuses. Mon téléphone vibra. Jenna. J'en ai trouvé d'autres. Des dépenses détournées vers des hôtels. La société écran de la start-up. Le dossier de Tyler a été transmis au RH et à la SEC. Puis l'INSEE a quitté Tyler. Tu m'as montré comment même sa mère. Qu'a-t-il fait? Gardé tout. La porcelaine, l'argenterie. Tu l'as supporté. Au matin, le monde de Jared s'est effondré en temps réel. Poste sous surveillance, compte gelé, réputation en lambeaux. Daniel est arrivé avec du café et des cartons. Ses dettes de jeu de l'école. Maman les a payées discrètement. Les mensonges à son ex-fiancé. Tout finit par éclater. Nous étions assis au milieu des preuves. Et pour la première fois, la colère s'est muée en quelque chose de plus aigu. La justice. Des semaines plus tard, lors d'une médiation dans un bureau impersonnel du centre-ville, Jared était abattu, son costume mal ajusté, le regard vide. Rebecca a exposé les conditions. Je garde tout. Il renonce à ses droits. Pas de contestation, pas de poursuite. Son stylo a hésité, tremblant. Signé. Alors qu'il partait, cherchant une dernière excuse, Rebecca lui a montré l'accord de confidentialité. Il est sorti en silence. Le renversement de situation était complet. Non pas dans un feu d'artifice, mais avec le clic discret d'une porte qui se verrouille derrière lui. Et dans cet espace, j'ai enfin retrouvé ma dignité. Des mois plus tard, alors que le printemps faisait fondre les rues de Denver et que les Rocheuses se paraient de vert à l'horizon, je me tenais dans mon appartement, enfin le mien, à regarder la lumière du matin filtrer à travers les fenêtres que j'avais choisi de laisser découvertes. Plus de lourds rideaux pour obstruer la vue, juste de l'espace ouvert, comme je le souhaitais. Le divorce avait été prononcé dans une salle d'audience silencieuse du centre-ville. Le marteau du juge s'abattit comme le doux clôturage d'un chapitre. 13 années réduites à néant en 15 minutes de procédure. Jared était arrivé, le regard vide. Son avocat lui murmurait la défaite. Il avait tout abandonné. Pas de contestation, pas de revendication sur l'appartement, les économies, la vie que j'avais construite. En échange, aucune poursuite. Il sortit sans un mot. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids de conséquences qu'il n'avait jamais vues venir. Je ne ressentis pas de triomphe au sens habituel du terme, pas la satisfaction vive de la vengeance. Non, c'était un calme profond, comme la première inspiration après avoir refait surface.
J'avais récupéré ce qui m'avait toujours appartenu. Pas seulement les biens, mais la certitude tranquille que je n'avais besoin de la permission de personne pour exister pleinement. Éléanore prenait souvent de mes nouvelles, ses visites devenant un rituel autour d'un thé et d'histoires partagées. Nous avions lancé quelque chose de modeste mais significatif, un groupe de femmes de l'immeuble et bientôt d'ailleurs. Avocates, cadres, jeunes professionnels qui avaient elles aussi été confrontées à leurs propres épreuves. Nous l'appelions le cercle des clés, un lieu pour parler des limites, les limites concrètes et celles que l'on se fixe intérieurement. Pas besoin de changer toutes les serrures d'un coup, disais-je, reprenant ces paroles sages. Commence par celle qui compte le plus. Mon cabinet de conseil s'est développé d'une manière inattendue. Des clientes, principalement des femmes menant leur propre restructuration, me sollicitaient. Si tu arrives à orchestrer ce genre de clarté et de chaos, m'a dit l'une d'elles autour d'un café, imagine ce que tu peux faire pour une fusion. J'ai emménagé dans un nouveau bureau avec vue sur les montagnes, des fenêtres ouvrantes pour laisser entrer la brise. De l'air frais à ma guise. Daniel m'a aidé pour la transition, en transportant les dernières affaires oubliées de Jared au garde-meuble. Tu sais, m'a-t-il dit un après-midi en scotchant le dernier carton. Je me suis toujours demandé pourquoi tu étais resté, mais en te voyant maintenant, je comprends. Tu reprenais des forces. Sa mère a appelé quelques semaines après la signature des papiers. Sa voix, d'ordinaire sèche et critique, était empreinte d'une nouvelle douceur. Je me suis trompée, a-t-elle dit. À ton sujet. À son sujet. Garde les objets de famille, les vases, le linge de maison. Ils appartiennent à quelqu'un qui apprécie ce qui perdure. Nous n'étions plus proches après ça. Trop de souvenirs. Mais cet appel m'a semblé comme une vague qui s'apaise, une reconnaissance silencieuse que la douleur se propage, touchant chacun. Jared s'est effacé de ma vie. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, par des voies détournées, il avait trouvé un poste intermédiaire dans une chaîne de location de voitures près de l'aéroport, vivait avec son frère et recommençait sa vie avec quelqu'un d'autre. Je ne lui souhaitais aucun mal. Je ne lui souhaitais rien du tout. C'était juste un chapitre clos. La clé tournait. Ce mardi matin comme les autres, je me suis préparé mon café exactement comme je l'aimais. Noir, avec un sachet de sucre roux. Sans me presser. La tasse réchauffait mes mains tandis que je me tenais près de la fenêtre, la ville s'éveillant en contrebas. Les serrures connectées de la porte ont vibré doucement lorsque je les ai testées depuis mon téléphone, sécurisées, contrôlées par moi seule. Des jeunes femmes de l'immeuble m'arrêtaient parfois dans le hall. « Comment as-tu su que c'était le moment ?» m'a demandé l'une d'elles la semaine dernière, d'une voix hésitante. J'ai repensé au dossier d'Éléanore, au soutien discret de Victor. Aux 19 secondes qui ont tout fait basculer. Quand on comprend que la seule permission dont on a besoin, c'est la sienne, ai-je dit, c'est là que la porte s'ouvre. Elle a hoché la tête, un changement dans son regard. La liberté, je l'avais appris, ne résidait pas dans les départs fracassants ni dans les comptes à régler en public. Elle se trouvait dans ses petites reconquêtes, une vue dégagée, un cercle de femmes partageant leur vérité, une tasse de café préparée sans compromis. Elle résidait dans la force tranquille de me choisir jour après jour, sans excuse ni explication. La lumière caressait les boucles d'oreilles en saphir qu'Éléanore m'avait offertes, confectionnées à partir des manchettes de son défunt mari, symbole d'un partenariat qui s'était épanoui au lieu de s'affaiblir. Elle scintillait à mon poignet tandis que je levais ma tasse pour un toast silencieux. À la femme que j'étais devenue en refusant de me laisser aller. Au verrou qui protège ce qui mérite d'être préservé. Au nouveau départ qui donne l'impression de rentrer à la maison. Parfois, tout perdre n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau départ, celui de se choisir soi-même. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.